Invoquer l'esprit de ces arbres précieux, c'est se plonger dans l'immensité de la forêt guyanaise. Dans cette bulle verte encore préservée, 8 millions d'hectares où s'entremêlent des essences aux nombreuses vertus. Un trésor inestimable qui peine pourtant à se transformer en véritable filière économique durable. Aujourd'hui, des Guyanais veulent changer la donne en misant tout sur les ressources naturelles. Sur les bords de l'Aprouague, la petite commune de Reginaco. Au XXe siècle, elle était considérée comme la capitale du bois de rose, une espèce propre au bassin amazonien, autrefois exploitée à grande échelle pour son huile essentielle parfumée. L'écomusée du bourg est le témoin de ce passé prospère. Dans notre commune, le bois de rose avait son importance. La même façon que ça a attiré du monde venant de toute la Caraïbe pour l'or, eh bien ça a attiré aussi des gens de toute la Caraïbe pour le bois de rose. Dès le 1899, la scierie est installée avec M. Duchâteau. Il y a eu plusieurs propriétaires, M. Limarola, M. Itché, M. Itché associé à M. Aubin qui est arrivé, et ensuite les derniers en date, M. Aubin et M. Lénier. À chaque expédition en forêt, des mois, voire une année de travail acharné à la force des bras. C'était très difficile pour eux. Les bois, ce n'étaient pas des jeunes pousses, des bois de 9 ans, c'était des centenaires. On prend un tronçon, c'est quelque chose de très lourd pour la personne qui va sortir de la forêt avec ces morceaux de bois là sur le dos. Et il fallait faire plusieurs navettes entre le fleuve et la forêt. Lorsqu'il fallait aller à l'intérieur, les gens ne vont pas faire la navette entre l'Aprouague, le Haut-Aprouague et l'île de Cayenne. Non, il fallait qu'ils puissent avoir suffisamment d'essence pour pouvoir aller sur Cayenne et vendre quelque chose de conséquent. Les acheteurs sont au rendez-vous, principalement des grossistes de la parfumerie de luxe. Certains d'entre eux travaillent pour la célèbre marque Chanel. L'activité ne connaît pas la crise. En 1889, la Guyane exporte plus de 340 kilos d'essence de bois de rose. 40 ans plus tard, près de 100 tonnes sont expédiées, essentiellement en Europe. À cette époque, une quarantaine d'usines sont en activité. Elles font la fortune de leurs propriétaires, comme le député guyanais Jean Galmot. Avec l'émergence des huiles de synthèse, la filière décline dans les années 70. Le bois de rose se fait plus rare et finit par être protégé en 2001. Le projet Annie Barosa, porté par le CIRAD, veut donner une seconde vie à ce secteur. La renaissance du bois de rose tient dans ses boutures. Des centaines de plants en pépinière, soigneusement contrôlés par Georges Calda, un amoureux de la forêt guyanaise. Ça, c'est ce qu'on appelle des plantes mères, sur lesquelles on prélève des boutures, comme ceci, sur lesquelles on va ajouter un facilitateur de développement racinaire, on appelle des hormones, hein, des croissances des racines, et on va insérer dans les substrats. Ça peut être n'importe, la fibre de coco, sable ou la terre elle-même. L'expérimentation se poursuit dans une serre spécialement aménagée. Ici, toutes les conditions sont étudiées pour optimiser la pousse. Le but, établir une fiche technique destinée aux producteurs de bois de rose. Ça, c'est la bonne recette pour les boutures. Substrat sable avec les conditions d'humidité nécessaires au développement racinaire. Le bois de rose ne peut plus être prélevé en forêt. Tout l'enjeu
est de mettre en place des plantations domestiques capables de tracer la graine jusqu'à l'huile essentielle. Une huile produite notamment à Sinnamary. Christophe Couturier a le nez plongé dans le bois de rose depuis plus de 20 ans. Son exploitation est un modèle de gestion durable. Chez lui, près de 10 000 spécimens, la propagation végétale s'est faite avec les graines du bois de rose. Quand l'arbre est en fleur, elle met 2 ans à arriver à maturité. Au bout de 2 ans, la graine tombe. C'est entre septembre et mars, suivant les saisons, qu'il y a les graines. Et on les garde 1 an en pépinière, donc ce qui fait des plants entre 50 et 80 cm, comme vous voyez ici. Et là, c'est bon à replanter dans un endroit où il y a un peu d'ombrage, parce que les 2-3 premières années, le bois de rose a besoin d'ombre, et ensuite, il lui faut beaucoup de lumière pour qu'il se développe bien. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé, il fallait une autorisation de la préfecture, et ça a été difficile, et ça a mis 2 ans avant d'avoir l'autorisation. Donc c'était compliqué parce qu'il fallait avoir des graines qui soient sur un terrain qui nous appartenait. Donc il a fallu qu'on achète déjà un terrain où il y avait quelques arbres pour pouvoir démarrer. Donc c'était une longue histoire. Il faut faire ça en plus d'autres choses parce que le temps que les arbres poussent, il faut minimum 20 ans. Donc pour avoir des arbres qui ça soit intéressant à couper. À 2 pas des champs, une distillerie artisanale. Ce passionné fabrique lui-même son huile essentielle. Il approvisionne principalement le marché local, une dizaine de litres par an. Une fois qu'on a coupé l'arbre, il faut le broyer, faire des copeaux comme ceci. Une fois qu'on a fait les copeaux, on les met dans la cuve qu'il y a ici. C'est des cuves en inox. Ici, j'ai une cuve dessous qui a 40 litres d'eau. Et il y a un brûleur à gaz qui chauffe l'eau. La vapeur passe au travers des copeaux. Il faut à peu près 1 heure pour que ça chauffe, que la vapeur passe au travers. Ensuite, ça va dans le serpentin avec le réfrigérant qui est autour. Et ici, avec la condensation, il y a l'huile qui est en surface et l'hydrolat qui est dessous. Un petit flacon de 10 ml coûte entre 10 et 18 € en fonction de sa pureté. Une niche économique pour le territoire, selon les travaux de la chercheuse guyanaise Nadine Amusant. C'est elle qui a piloté le projet Annie Barossa, appuyé par des fonds européens. Ce programme a permis de lever certains verrous. Donc le premier volet, c'était d'apporter des informations techniques, c'est-à-dire sur quel type de sol fallait implanter du bois de rose, quel type d'ombrage qu'il fallait, quelles sont les différentes étapes à mener depuis la récolte de la graine jusqu'à la production du plant, et ensuite sa transplantation en champ. Le deuxième niveau d'information, c'était quelle était la qualité de cette huile essentielle. Est-ce que c'était un mythe ? Ou est-ce que, combien on était capable de pouvoir produire sur 100 kg de bois, combien de quantité d'huile essentielle je suis susceptible de sortir. Ça, ce sont des informations qui sont importantes si je veux avoir ensuite des informations à donner à des porteurs de projets. C'est une espèce qui peut être complètement rentable pour la Guyane à plusieurs niveaux. C'est une plante qui est emblématique dans le sens où elle fait rêver. Elle fait rêver à la fois les Guyanais, mais elle fait aussi rêver les entreprises, les parfumeurs qui sont à l'extérieur. Et donc, du coup, on a un produit d'appel. Et donc, c'est à nous d'avoir ce produit d'appel qui répond aux qualités du marché. Et puis, il faut savoir que c'est l'une des plantes dans la nature qui a la plus grande production en huile essentielle. C'est-à-dire qu'il a des rendements qui vont de 1 à 3 %. C'est-à-dire pour 100 kg de bois, je peux aller entre 1 et 3 % en fonction du développement de la plante. Et donc, c'est vraiment des hauts rendements qu'on peut tirer par rapport à une ressource. Si la qualité exceptionnelle du bois de rose made in Guyane est scientifiquement prouvée, le chemin pour regagner une place de leader reste long. Le temps de structurer la filière et multiplier les colonies de bois de rose en instaurant une appellation contrôlée. En attendant à Monsignory Tonnet Grande, d'autres acteurs se mobilisent pour faire décoller un petit fruit de palmier. Pinot, Assaï ou Assaï, chacun y va de son appellation. En quelques années, ces petites graines couleur pourpre sont devenues des produits de tendance. La baie n'en finit plus de séduire les marques de cosmétiques ou encore le secteur agroalimentaire. Un nouvel Eldorado qui n'a pas échappé à Jean-Pierre Drelin. Cet agriculteur aguerri a planté plus de 15 hectares de palmiers de Wassaï sur sa propriété. Aujourd'hui, le Wassaï, c'est un fruit qui est
en plein boom, on dirait. Et j'en ai parlé à mon fils, qui lui pensait à un projet de reconversion, qui s'est tout de suite passé sur la question, qui a eu l'occasion de faire de multiples voyages au Brésil, afin de voir un peu les techniques de plantation, techniques de transformation et autres. Et d'où nous est venue l'idée, pourquoi pas, de mettre en place une filière Wasaï. Sur une partie du terrain, j'avais du Wasaï, du pinot endogène, qui existait. Et j'ai quelques parcelles que j'ai décidé carrément de dédier, d'enlever de la production de pâturage et de dédier à la plantation de Wasaï. Auparavant, c'était du pâturage. J'avais un petit souci avec elle parce qu'avec les crues, elle était toujours inondée. De ce fait, j'ai fait un bassin de rétention d'eau au milieu. L'eau des crues sera canalisée dans le bassin et ça me permettra de planter du Wasaï et pourquoi pas après profiter de cette eau-là pour pouvoir irriguer cette parcelle. L'irrigation permet d'augmenter la productivité des plantes. Parce qu'avec l'irrigation, si on met bout à bout l'irrigation, la fertilisation et l'amendement, on peut augmenter sa productivité de 2 voire 3 fois. L'inspection des parcelles terminée, c'est le moment de parler affaires entre père et fils. À 45 ans, Dave Drelin, ancien gendarme, consacre l'essentiel de ses journées au projet Yana Wasaï. Les deux hommes ont une vision qui va au-delà de la simple récolte de graines. Sur ces images, la future usine de transformation de Wasaï, 1800 m² de locaux, coût total 7 millions d'euros financés par des partenaires privés, bancaires et d'État. Il faut savoir que dès le lancement de l'usine, nous allons traiter le Wasaï, l'Awara et le coupe-poissou. Qu'est-ce que nous allons en faire? Produit de base, la pulpe. On extrait la pulpe. De cette pulpe-là va découler plusieurs produits dérivés. Donc ça va être de la poudre déshydratée. De cette poudre-là, ensuite, on pourra extraire les colorants. On pourra extraire, alors ça va être le cas surtout pour l'Awara, où ça nous intéresse d'extraire l'huile pour l'alimentaire. Donc ça va être le cas de l'huile du noyau et l'huile de la pulpe qui seront extraits. On va également extraire les huiles du noyau du Wasaï. Une fois qu'on a extrait toutes ces huiles, une fois qu'on a récupéré la pulpe, il y aura des résidus. Tous ces résidus-là seront également valorisés sur différentes filières, soit pour de la farine animale, soit sur de la cosmétique ou en bout de chaîne sur de la biomasse. Cette même biomasse-là qui, elle, nous produira l'énergie thermique nécessaire à fonctionnement de l'usine. Dès la première année, environ 300 tonnes de pulpe de Wasaï devraient sortir de cette unité de fabrication. Un produit destiné en priorité à l'export. Pour augmenter les rendements, Yana Wasaï va s'appuyer sur sa coopérative d'agriculteurs, regroupant à moyen terme 1000 hectares de palmiers. Sur ce marché dominé par le Brésil, les Drelin veulent jouer la carte du bio guyanais. La production actuelle est estimée à 1 million de tonnes et il y aurait besoin de 4 millions. Donc déjà, rien que sur cet aspect-là, il y a de la marge. Maintenant, nous, on va également pousser notre production de façon à avoir un produit sans vantardiser aucune, mais d'une qualité supérieure. Soit en matière de traçabilité, soit en matière de règles d'hygiène et sanitaire. Nous allons surtout nous baser sur cette réglementation française qu'on critique très souvent parce qu'elle est très draconienne, mais qui va nous permettre, nous, de mieux valoriser notre produit. À Quesnel-Ouest, sur la commune de Montsinéry-Tonnet-Grande, le chantier de l'usine a débuté avec quelques mois de retard en raison de la crise du Covid-19. La mise en route est prévue en novembre 2021. À la clé, une trentaine d'emplois directs et plus de 200 indirects. Une dynamique d'embauche à laquelle s'inscrit également Biostratège, le premier laboratoire privé d'extraction végétale de Guyane. On a une productrice qui vient nous livrer. Bonjour Madame Véro. Et voilà le kouachi. Waouh. À peine livrées, aussitôt scrutées, ces feuilles de kouachi et d'atumo vont subir des transformations. Un procédé confidentiel. En ce moment, l'équipe de Biostratège, menée par Mariana Royer, chimiste guyanaise, travaille sur un coffret de tisane suite à un appel à projet de la collectivité territoriale de Guyane afin de prévenir la Covid-19. Pour débuter la production, un financement participatif a été lancé sur Internet et des docs de la médecine traditionnelle consultés. Ils nous ont fait une sélection à la fin d'entonnoir, on est sorti avec 15 plantes.
15 plantes qui ont des indicateurs d'efficacité antiviraux, renforcement du système immunitaire, apport en antioxydants ou en vitamines, faible toxicité. Et puis il y avait un autre indicateur qui était l'enregistrement à la pharmacopée française. Et Guyane Immunité, c'est ça, c'est de mettre un produit sécuritaire en place avec des méthodes de transformation sécuritaires normalisées. Donc on retrouve le même produit de la même qualité à chaque coffret, chaque production. On sécurise l'approvisionnement en travaillant avec des producteurs locaux qu'on met dans notre boucle, dans notre chaîne pour que rapidement ils découvrent que ça soit une filière aussi intéressante pour eux et qu'ils puissent nous aider à mettre en place vraiment un approvisionnement sécuritaire et pour du long terme en fait. Et puis derrière ça, qu'on puisse après ça avoir un screening des molécules qu'on trouve dans nos tisanes pour bien comprendre le dosage et l'utilisation, qu'elle soit liée à la tradition ou qu'elle soit liée à la médecine, à la pharmacie. Et il n'y a que comme ça, en fait, finalement, qu'on va emboîter et qu'on va arriver à une filière qui tient, qui fait du sens et que face au réglementaire, on aura tous les arguments. 1700 boîtes sont d'ores et déjà commandées, un succès qui peut en appeler d'autres. Visionnaire, la chef d'entreprise veut attirer plus de profils et les regrouper sur une ancienne friche industrielle réhabilitée à Montsinéry-Tenay-Grande, l'Amazon Active Valley. Pourquoi ne pas avoir notre propre vallée? Pourquoi dépendre des vallées des autres? En fait, pourquoi ne pas pouvoir être une unicité mondiale et démontrer qu'on a une expertise spécifique qui va attirer des scientifiques internationaux, qui va intéresser aussi des groupes commerciaux internationaux, voilà, et tous ces métiers qui pourront avoir un regard sur l'innovation verte en Guyane, réunir des green tech à cet endroit, donc la production de Biostratège Guyane, mais aussi d'autres entreprises qui auraient la même mission que nous, celle de valoriser finalement les matières premières de Guyane française, avec un savoir-faire particulier à la Guyane. 8 millions d'euros seront investis. Ce pôle industriel espère créer 200 emplois. Dans cette Silicon Valley locale dédiée à la biodiversité guyanaise, quelle place pour une espèce venue de l'autre bout du monde? Là, je fais pour faire protéger mon corps. Là. Régulièrement, Yahoo des feuilles d'Aquilaria, une pratique héritée de ses ancêtres du Laos. C'est peut-être là le secret de sa bonne forme. Ces feuilles miracles utilisées en médecine traditionnelle pourrait bien se populariser en Guyane. Depuis 5 ans, cet arbre venu d'Asie du Sud fait l'objet d'une expérimentation scientifique sur 3 parcelles bio, après le feu vert des autorités laotiennes et françaises. Je le connais très bien, Aquilaria, depuis 1975. Mes parents y travaillent, mais comme je suis arrivé en Guyane en 1980, et apparemment que je vais chercher depuis là, et puis ça fait au moins 15 ans que je commençais à réfléchir pour faire venir, mais c'est très compliqué la loi française. Et quand même, j'ai demandé 5 ans, au moins 5 ans, j'ai l'autorisation à l'ONF, à la préfecture pour faire c'est-à-dire que pour faire travail sur 11 états d'expérimentation, 6 états de cacao et 5 états de régina. C'est un arbre qui sont bien présentés en Guyane, ça pousse très bien. Par rapport au Laos, c'est un arbre qui sont à 8 ans. Au Laos, ça représente moitié. Là, c'est grossir plus vite. L'Aquilaria est connue pour ses propriétés contre le paludisme, le cancer du poumon et pourrait même être un détoxifiant du mercure chez l'homme. Son huile essentielle obtenue à l'aide de champignons est aussi très prisée chez les parfumeurs. Dans le cas de l'Aquilaria, il faut qu'il y ait une agression extérieure et que l'arbre, en fonction justement de ces micro-organismes qui sont dans l'environnement ou de micro-organismes qu'on va introduire dans l'arbre, il va y avoir une réponse de l'arbre pour pouvoir se défendre, un peu comme nous les humains. Et du coup, en répondant à cette agression, il va faire une production de molécules. Et ces molécules-là, elles ont des caractéristiques olfactives qui sont particulières et c'est elles qui intéressent ce secteur de la parfumerie. L'huile essentielle d'Aquilaria,
Son marché est beaucoup autour des pays arabes. Et le cours en fait, du kilogramme d'huile essentielle d'Aquilaria, il se situe entre 10 000 et 40 000 euros. Donc on est sur des chiffres qui sont complètement différents de ceux qu'on peut obtenir avec le bois de rose, ce qui ont fait son intérêt. Le deuxième aspect qui fait que la Guyane a tout intérêt à continuer à réfléchir sur cette question et à mettre en avant la valorisation de cette espèce, c'est que nous avons la maîtrise de pouvoir produire une huile essentielle de qualité. C'est-à-dire que dans les pays asiatiques, pour pouvoir obliger l'arbre à avoir cette réponse au stress, ils ont tendance à introduire des produits chimiques, à avoir des pratiques qui sont très agressives pour l'arbre. Et du coup, on se retrouve avec une huile essentielle qui va présenter des impuretés et du coup qui n'intéresseront pas des marchés spécifiques comme la parfumerie fine par exemple. Et donc nous, le fait d'avoir cette maîtrise et de choisir des champignons qui sont en accord avec l'environnement de l'arbre, on a derrière un produit avec une histoire qui va permettre à des entreprises de pouvoir s'intéresser à nos huiles parce qu'ils savent que derrière, il y a une éthique et ça aussi, c'est bon pour leur éthique. Pour honorer régulièrement les demandes, plusieurs centaines d'hectares sont nécessaires à cette activité. La problématique de l'accession du foncier agricole en Guyane est une nouvelle fois posée sur la table. L'Aquilaria s'ajoute au catalogue déjà impressionnant de nos arbres endémiques. Entre préservation, directives européennes et pression économique, quelle volonté politique pour accompagner l'essor de ces ressources? La CTG en charge de penser le futur affiche ses convictions. Tous les atouts naturels du territoire, y compris l'or, doivent contribuer au schéma de développement. Nous sommes toujours confrontés à faire des choix. Est-ce qu'il y a incompatibilité avec entre une exploitation aurifère et l'exploitation de la biodiversité? Si nous sommes sur un seul périmètre, très certainement, mais pas à l'échelle de la Guyane. Je pense que nous pouvons opérer en tout cas un zonage et faire à la fois dans certaines parties de la protection pure et simple, du développement durable, avoir des leviers et pratiquer la ressource aurifère. On ne peut pas dire qu'on veut un développement endogène en excluant dès le départ des ressources naturelles alors que nous sommes en train de nous développer et que nous avons besoin de ressources financières pour assurer ce développement et pour permettre la structuration d'autres filières. Lorsque vous me dites qu'il faut structurer, j'ai presque envie de vous reposer la question. Ça veut dire quoi la structuration? Et ça coûte combien? Et on financera comment? From fou pas fou, à travail li qu'à travail. Avec ces entrepreneurs d'un nouveau genre, la Guyane amorce un début d'action sur la valorisation à long terme de ses richesses. Un frémissement encore timide pour cette économie verte, au regard des mannes financières qui s'évaporent chaque année. Un paradoxe, alors que le territoire souffre d'un retard structurel. Il y a un banane, il y a un mandarin, orange, Aquilaria, tout est mélangé. Et là, c'est un souvenir pour l'Anguilla que je vais faire comme chez moi au Laos. Et maintenant, j'ai trouvé qu'ici, c'est chez moi. Plus il y aura de planteurs, plus ça sera, parce qu'il y a plein de gens qui m'en demandent, mais moi, j'ai pas assez d'arbres pour en faire. Il faut fédérer autour de la cause, en fait. C'est ça le véritable challenge. C'est des humains. Il faut qu'on travaille entre humains et qu'on se dise qu'on peut tous monter ensemble avec cette filière-là. Et j'ai souvent l'impression qu'ils estiment que nous, Guyanais, nous n'avons pas le droit, ou nous ne sommes pas en capacité de réaliser des projets d'une telle envergure. Et quand je parle de nos compatriotes, c'est au sens large, hein. Aussi bien les gens lambda comme moi que les décideurs. Aujourd'hui, il ne faut plus perdre de temps. On est sur une espèce à croissance lente, c'est un arbre, il prend du temps pour pousser, et donc il faut planter des surfaces. Et il faut aller sur des surfaces qui sont très grandes, c'est-à-dire des surfaces supérieures à 40 hectares. Et donc là, ce sont des questions en lien avec le foncier. Et donc voilà, il faut pouvoir faire venir autour de la table d'autres acteurs que essentiellement les porteurs de projets.